D'après une source, un montant de 35,5 milliards d'ariary a été détourné par l'autorité routière de Madagascar dans le budget consacré au projet d'urgence pour la préservation des infrastructures et la réduction de la vulnérabilité pour la réhabilitation des routes nationales. La famille du jeune natif du Sud tué lors d'une fusillade dans la carrière d'Anzuzurbe en 2016 a décidé de faire un déballage au cours de cette semaine, des aveux avec preuves à l'appui d'après les explications. En Indonésie, 4 jours après la tragédie, le séisme et le tsunami, le bilan officiel s'alourdit à 1234 morts. Jusqu'ici, la terre continue de trembler et complique la tâche des sauveteurs. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, il est possible de considérer que l'augmentation du nombre d'électeurs soit due à la campagne effectuée pour inciter les électeurs à s'inscrire sur la liste électorale d'après la société civile. Toutefois, cela n'ôte pas les craintes des divers acteurs œuvrant dans ce processus électoral. Il faut renforcer la surveillance dans chaque bureau de vote pour prévenir les formes de fraude électorale. Reportage de Feizo Rafale. Face aux craintes dues à l'augmentation du nombre de personnes inscrites sur la liste électorale, la société civile Rouille a déclaré une campagne pour inciter les électeurs à s'inscrire sur la liste électorale a été effectuée. Cette hausse tient donc la route d'après les enquêtes menées. Toutefois, cela ne met pas un terme aux différentes inquiétudes exprimées. La vigilance reste donc de mise. Il en est de même en ce qui concerne la hausse du nombre des bureaux de vote. Nous surveillons déjà de près les nouveaux bureaux de vote et les électeurs qui y sont assignés. Nous vérifions par exemple si ces bureaux existent réellement et faisons des recoupements des listes de bureaux de vote publiées par la CENI. Il faut renforcer les suivis au niveau de chaque bureau de vote pour assurer la transparence de l'élection. D'après les explications, les candidats devraient également chacun désigner des responsables pour procéder à cette surveillance. Pour rappel, cette année, le nombre d'électeurs a augmenté de façon considérable comparé à 2013. A induit par exemple une augmentation de 54,69% du nombre d'électeurs a été noté, passant de 203 004 en 2013 à 314 031 cette année. Dans la région d'Urumbe, le nombre d'électeurs a augmenté de 52,10%, passant de 102 307 en 2013 à 153 566 cette année. Et dans la région d'Atsimon-Jefan, lors de la précédente élection présidentielle, le nombre d'électeurs inscrits sur la liste était de 387 980. Cette année, ce chiffre s'élève à 551 837, soit une hausse de 42,23%. Il en est de même pour les Fuktam de la capitale, à l'exemple du Fuktam de Tiadan. Si en 2013, le nombre d'électeurs était de 6 000 pour cette élection, ce nombre a augmenté à 7 980. De même, le nombre du bureau de vote est passé de 6 à 12. Et pour rappel, le nombre de bureaux de vote prévus pour cette élection dans toute la Grande Île est de 24 852, dont 4 786 nouveaux bureaux de vote. Et la famille du jeune natif du Sud tué lors d'une fusillade dans la carrière d'Anzuzurbe en 2016 a décidé de faire un déballage au cours de cette semaine. Des aveux avec preuves à l'appui d'après les explications. Reportage de Ounassen. Face à l'absence de mesures prises par les responsables dans l'affaire de meurtre dans une carrière d'Anzuzurbe il y a 2 ans, la famille du défunt a décidé de faire un déballage, preuve à l'appui. C'est Mathieu Radjanarmapian qui est responsable du décès de ce jeune mineur. Il est responsable de sa mort parce que c'est lui qui a ordonné aux agents des forces de l'ordre d'aller dans cette carrière. La famille du défunt est actuellement réunie ici pour préparer un déballage qui se fera au cours de cette semaine.
Des images prouvant la présence de Mathieu Ratsonarmapian, fils de l'ancien chef d'État et Ratsonarmapian dans cette carrière, le jour du drame, ont été diffusées sur le journal de Cool TV, une preuve que l'ancien président de la République a réclamé à l'époque. La première mesure que j'ai prise, c'est de demander l'ouverture d'une enquête approfondie, parce que j'ai été choquée de voir sur Facebook que l'on accuse le fils du président de la République d'être impliqué dans cette affaire. Prouvez donc par des images la présence du fils du chef d'État sur place, car il n'est ni Dieu ni un magicien pour pouvoir être à la fois ici et un Nzouzourpé. Faites attention à ce genre d'accusation. Il s'agit d'un discours tenu par l'ancien chef d'État le 5 mars 2016. Ces images ont été la première preuve de la présence du fils de cet ancien président de la République à Nzouzourpé, ce dernier qui est impliqué dans une affaire de fusillade des occupants de cette carrière. Jusqu'à ce jour, les responsables n'ont pris aucune mesure face à cette affaire, alors qu'ils ont déclaré avoir ouvert une enquête. Tous attendent de ce fait le déballage de la famille de la victime. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, d'après une source, un montant de 35,5 milliards d'ariary a été détourné par l'autorité routière de Madagascar dans le budget consacré au projet d'urgence pour la préservation des infrastructures et la réduction de la vulnérabilité pour la réhabilitation de routes nationales. Les détails dans ce reportage de André Arson. Une route de 50 km et deux ponts, ce sont les infrastructures qui ont été réhabilitées sur la route nationale reliant Antananarivo à Majunga, alors qu'il aurait fallu réhabiliter en tout 7 ponts sur cette route, mais également une partie de l'infrastructure routière de la route nationale numéro 6, 12 et 25 au cours du projet d'urgence pour la préservation des infrastructures et la réduction de la vulnérabilité qui est financé par le crédit 5187 AMG fourni par la Banque mondiale. D'après les documents reçus par les journalistes de Cool TV FM, de nombreux points inscrits dans la sous-composante A1 ne correspondent pas aux termes de ce projet et pourtant ont été exécutés, à l'exemple d'un montant de 6 milliards d'ariary converti en indemnité pour l'autorité routière de Madagascar ou encore de la réhabilitation du pont de Camour qui n'a pas été fait mais remplacé par la construction d'un nouveau pont, ce qui a entraîné le déblocage d'un budget pour 2 ponts d'une valeur de près de 33 milliards d'ariary. Outre cela, la construction d'une infrastructure routière à Nalamains n'a pas été prévue dans ce projet et pourtant un budget de 5 milliards d'ariary a été débloqué à cet effet et ce ne sont là qu'une partie des détournements effectués par cette entité. Et le remblayage de la zone de recasement à Kourndjan se poursuit et pourtant le ministère de l'Aménagement du Territoire a déclaré que la délivrance de permis de remblai est suspendue tant que le schéma directeur de l'assainissement d'Antananarivo n'est pas achevé. Reportage de Gaëtan Andrianslav. Actuellement, les responsables au niveau de l'aménagement du territoire à Antananarivo sont en train d'élaborer le schéma directeur d'assainissement. Et au cours de cette période, toute délivrance de permis de remblai est suspendue. Au cours d'une conférence de presse, un responsable au niveau du ministère de l'Aménagement du Territoire a déclaré qu'aucun permis de remblai n'a été fourni pour les terrains situés dans la commune urbaine d'Antananarivo et de ses environs. Il n'est pour l'instant pas permis d'effectuer un remblai au sein de la commune urbaine d'Antananarivo tant que le schéma directeur d'assainissement d'Antananarivo n'est pas achevé. Aucun remblai n'est autorisé qui que ce soit sans initiateur. Toutefois, actuellement, les travaux de remblai se poursuivent en pleine nuit sur la zone de recasement d'Akourndjan, enfreignant la règle émise par le ministère de l'Aménagement du Territoire, une situation qui ne manque pas de surprendre l'opinion publique. D'autre part, le responsable au niveau de l'aménagement du territoire a expliqué qu'il nous faut près de 8000 mètres cubes de rizières ou de marées libres pour l'approvisionnement en eau de la capitale. Il a également souligné le danger que représentent les travaux de remblai illicites au cours de la saison de pluie, ce qui amène à se demander pourquoi aucune mesure n'est prise pour mettre définitivement un terme à ces travaux, si les remblais illégaux représentent un tel danger. Un silence et une inertie des responsables que la population interprète comme étant une forme de complicité avec les instigateurs de cette infraction. Aucune suite n'a été donnée à l'enquête menée, comme annoncé hier dans le journal de Cool TV. Pour rappel, après la diffusion de l'émission à la ligne en 2014, des représentants du Bureau indépendant anticorruption ont demandé les informations que possédait la chaîne sur cette affaire
et a ensuite publié des informations concernant la vente de ce terrain. Voici les explications fournies par le directeur général du Bianco à l'époque. Les faits dénoncés dans les journaux nous ont largement suffi pour ouvrir une enquête. Contrairement à une lettre anonyme, dans les articles d'un quotidien, il est possible de demander les détails de l'affaire aux responsables du journal, alors que nous pouvons même ouvrir une enquête à partir d'une lettre anonyme. La population attend toujours les résultats de cette enquête pour connaître les détails du processus de vente. Dans une édition de l'émission À la ligne, Cool TV a dénoncé l'ensemble de la procédure de vente qui a été conclue en 7 jours à peine. Moins de temps qu'il ne faut pour réaliser une descente selon la loi, puisqu'il faut laisser au minimum écouler 8 jours et non un seul, comme dans le cas de la zone de recasement d'Akourjan, pour prévenir tous ceux qui peuvent être concernés par le terrain avant de procéder à une descente. Si l'on se réfère qu'au temps qu'il a fallu pour céder ce terrain, tout le monde peut conclure qu'il y a déjà eu violation de loi. Et à cela s'ajoutent les travaux de remblai effectués qui sont une autre forme d'infraction. Il est du devoir de chacun de prendre leurs responsabilités par rapport au cas d'Akourjan. Doit-on sacrifier les intérêts de la majorité pour servir les avantages d'une minorité? Et avant de passer aux actualités internationales, dimanche dernier vers 21h, un incendie a ravagé près de 330 cases en bois dans le Fuktan de Masanjan et d'Ankadanjan, district de Mananzar, laissant derrière lui une centaine de sans-abri. D'après les informations reçues, le feu aurait débuté dans le Fuktan de Masanjan, arrivant de gagner celui d'Ankadanjan. La détérioration des camions de pompiers dans le district de Mananzar a particulièrement posé problème. Il a ainsi fallu plusieurs heures pour venir à bout des flammes. Et place maintenant aux actualités internationales. Dans 5 jours, les Brésiliens sont convoqués aux urnes élections présidentielles et législatives dans un climat très polarisé et un contexte de crise multiple et profonde pour le plus grand pays d'Amérique latine. Reportage de France 24. Il en a fait une habitude de campagne. Une fois par semaine, Fernando Haddad se rend à la prison de Curitiba pour rendre visite à son mentor, Lula. L'ex-président, qui a dû renoncer à briguer un 3e mandat, reste omniprésent dans les débats. Lundi, il a publié une tribune dans un journal et appelé les électeurs à sauver le Brésil. Fernando Haddad, lui, multiplie les prises de parole et cible son principal rival, le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Pas lui. Il ne respecte pas la diversité, il ne respecte pas les femmes, il ne respecte pas les Noirs. Et le Brésil est composé à 52% de Noirs et à 52% de femmes. Dimanche, Jair Bolsonaro a réussi une nouvelle démonstration de force dans les rues de Sao Paulo, réunissant des dizaines de milliers de ses supporters. Il ne cesse de grimper dans les sondages. Ce mardi, l'un d'entre eux, publié dans le journal do Brasil, le donne même largement en tête au premier tour et au coude à coude avec le candidat de gauche au second tour. Surtout que de nouvelles révélations tombent bien mal pour Fernando Haddad. Le juge anticorruption Sergio Moro, celui qui avait condamné Lula en première instance, a rendu public un témoignage d'un ancien ministre. Un témoignage qui met en cause l'actuel directeur de campagne du candidat de gauche, à l'époque président de Petrobras, dans le gigantesque réseau de détournement de fonds de la compagnie pétrolière d'État. Et en Indonésie, 4 jours après la tragédie, le séisme et le tsunami, le bilan officiel s'alourdit à 1234 morts. Jusqu'ici, la terre continue de trembler et complique la tâche des sauveteurs. Reportage de France 24. Les secours ont mis 3 heures à extraire cet homme, pris au piège dans son bureau dans le centre de Palu. Un miracle, 4 jours après le séisme suivi du tsunami. Mais pour combien de drames? Car les secours, qui travaillent à pied d'œuvre, sortent surtout des corps sans vie, comme dans les ruines de cet hôtel. Survoler les environs de Palu s'apparente à assister à un spectacle de désolation. Tout, ou presque, y est détruit. Sur les images satellites, c'est encore plus édifiant. Avant le séisme, après. Surtout que certains villages restent inaccessibles au secours, notamment dans la région de Donggala.
Attention, Monsieur le Président, faites attention à la région de Donggala. Il y a encore plein de zones qui n'ont pas été secourues. Il n'y a pas que Palu, il y a plein d'autres villages. L'Indonésie a fait appel à l'aide internationale. Selon l'ONU, près de 200 000 personnes, dont des dizaines de milliers d'enfants, ont un besoin d'urgence d'accès à l'aide humanitaire. La nourriture manque. Résultat, des survivants pillent des magasins, sous le regard parfois de policiers qui laissent faire. S'ils se servent dans les magasins, ils ne devraient que prendre des gâteaux, du pain et du riz. Pas de chaises ou de télévision. Et régulièrement, la terre continue de trembler. Plusieurs secousses de magnitude 5 ont encore été ressenties ce mardi sur l'île de Célèbes. De quoi fragiliser un peu plus les opérations de secours. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. D'après une source, un montant de 35,5 milliards d'arières a été détourné par l'autorité routière de Madagascar dans le budget consacré au projet d'urgence pour la préservation des infrastructures et la réduction de la vulnérabilité pour la réhabilitation de routes nationales. Et la famille du jeune natif du Sud tué lors d'une fusillade dans la carrière d'Anzouzourbé en 2016 a décidé de faire un déballage au cours de cette semaine. Des aveux avec preuve à l'appui d'après les explications. Et enfin, en Indonésie, 4 jours après la tragédie, le séisme et le tsunami, le bilan officiel s'alourdit à 1234 morts. Jusqu'ici, la terre continue de trembler et complique la tâche des sauveteurs. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.